Je me présente tout d'abord. Je suis Wissem Agili Ben Youssef. Je suis docteur en sciences économiques, diplômé de l'Université de Paris-Dauphine, et je suis enseignant-chercheur à l'ES Alaska Paris Business School. Je suis également directeur des programmes finance. J'insiste sur cette casquette parce que lors de ma présentation, je vais faire le lien avec mon expérience en tant que directrice des programmes finance confrontée à cette finance en mutation. Et donc, j'ai choisi pour ma présentation le titre Finance en mutation. Le plan de ma présentation, bah, ça sera en deux parties. Tout d'abord, je vais essayer de faire un décryptage de la transformation digitale dans le secteur financier. Et à ce niveau-là, j'ai choisi trois points à explorer avec vous, hein. Ça ne sera pas très long. Tout d'abord, la course à la digitalisation constatée aujourd'hui dans le secteur financier. Ensuite, l'industrie financière vers de nouvelles chaînes de valeur. Et enfin, le changement des règles appliquées sur les marchés financiers. Ce choix de ces trois points s'explique entre autres par un souci d'équilibrer entre la finance d'entreprise et la finance de marché. La deuxième partie, cette digitalisation de la finance va impliquer et a déjà impliqué l'émergence de nouveaux risques. Je pense que tout au long des deux journées, on a parlé un petit peu de ces risques émergents, mais moi, j'aimerais bien insister sur les nouveaux risques opérationnels et surtout les risques de dépendance des acteurs de la finance traditionnelle vis-à-vis des opérateurs tech. Je parlerai également des cyber-risques, donc des risques technologiques. Et le dernier risque auquel je vais faire allusion, ce sera le risque climatique. Donc, en introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? Le contexte général. Pourquoi la finance est aujourd'hui en mutation? Il faut savoir que, et vous le savez certainement, l'économie mondiale vient de connaître une crise économique et financière inédite, la crise Covid-19. Mais pourquoi elle est inédite, cette crise? Peut-être on n'a pas trop parlé de la crise Covid. On dit qu'elle ne ressemble pas aux crises précédentes parce qu'il s'agit tout simplement d'une crise exogène. Une crise exogène dans la mesure où elle ne provient pas d'un dysfonctionnement interne du système économique et financier. Et donc, on a appris tout au long de l'histoire économique et financière à gérer les crises. L'apprentissage était douloureux à chaque fois et l'économie réelle comme l'économie financière ont supporté les conséquences des crises. La dernière, c'est la crise des subprimes. Mais aujourd'hui, on est face à une crise un peu différente et qui nécessite plutôt des réponses et des solutions un peu nouvelles. Cette crise Covid-19 avait joué un accélérateur pour la transformation des économies et des sociétés. Et on va vivre cette transformation dans les années à venir. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est de mettre en lumière ces transformations, notamment dans l'industrie financière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de repenser les modèles existants et d'une manière très critique et d'anticiper un petit peu le nouveau modèle financier qui va prévaloir dans les années à venir.
Encore, le deuxième objectif, peut-être, c'est aussi d'analyser les défis et les enjeux pour les enseignants-chercheurs, dont je fais partie, parce qu'une finance en mutation implique également que le métier d'enseignant-chercheur est un métier en transformation. Et heureusement, aujourd'hui, j'ai vu passer les présentations de mes collègues dans les écoles de commerce et dans les universités. Et j'ai constaté qu'on est tous conscients de cette rupture qui peut impacter notre manière d'enseigner, notre manière d'élaborer nos cours, mais également notre manière de bâtir et de construire des programmes aujourd'hui qui seront en phase avec les attentes des étudiants et les attentes du marché de travail. Donc, la finance et la transformation digitale. L'accélération dans la transformation digitale et dans l'innovation, surtout le terme c'est un terme central dans cette transformation digitale, c'est l'innovation digitale. L'innovation digitale et technologique s'est traduite par quoi? Par un changement tout simplement dans le paysage des produits et des services fournis par les opérateurs financiers et par l'apparition de nouveaux produits. Et si on regarde la partie industrie et la partie sectorielle, ce changement s'est traduit par une rupture au niveau des chaînes de valeur et des business models des différents opérateurs. Donc aujourd'hui, on est réellement face à une quatrième révolution industrielle due à cette transformation digitale. Et donc, il faut lire toujours hein, dans la continuité historique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Aujourd'hui, on a des opérateurs qui sont conscients de cette transformation digitale, qui impactent leur mode de fonctionnement et qui s'engagent hein, dans une véritable course à la digitalisation dans l'industrie financière. Cette course à la digitalisation a été illustrée par le Hype Cycle for Digital Banking Transformation. Le Hype Cycle, il est établi par Gartner, hein, l'Institut Gartner, dans son rapport. Et à mon avis, ce hype cycle, il est très intéressant parce que pour ceux qui ont fait un petit peu du marketing ou d'économie classique, connaissent le cycle de vie d'un produit. Et tout s'explique à travers le cycle de vie d'un produit. Le hype cycle, c'est exactement la même logique, mais qui est appliquée plutôt à la technologie. Donc, l'objectif de ce hype cycle, c'est d'identifier les nouvelles technologies qui peuvent avoir un impact significatif sur le court et le moyen terme, sur le mode de fonctionnement des banques. L'objectif 2, c'est de déterminer la phase dans laquelle se trouve chaque technologie et le degré de maturité de chaque technologie. Ce hype cycle, comme vous le voyez, on l'appelle aussi la montagne russe. Pourquoi? Parce qu'il est constitué de 5 phases, tout simplement, et que la courbe, elle ressemble à une montagne russe. Les 5 phases, c'est très intéressant de les regarder. Pourquoi? Parce que on va se situer, on va s'identifier par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, par exemple, si on parle de blockchain dans le secteur financier, ben, on va se trouver dans la phase 3. Et la phase 3, ça s'appelle le gouffre de la désillusion. Que veut dire ça, le gouffre de la désillusion? En effet, la première phase, c'est la phase de lancement d'une nouvelle technologie. Après, on a ce qu'on appelle l'emballement médiatique qui fait que cette technologie, elle est reprise par les acteurs économiques.
Et au bout d'un certain moment, ben, on constate que cette technologie n'est pas encore fonctionnelle. Et il faut attendre un certain temps pour que cette technologie arrive à maturité. Et donc, la dernière phase de ce hype cycle, c'est vraiment la phase d'entrée en application de la technologie proposée. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui parlent de crypto-monnaie, de blockchain, le message il est un petit peu clair avec ce hype cycle. Il faut garder les pieds sur terre, il faut être raisonné. Ces technologies sont promoteuses, c'est vrai, mais ces technologies n'ont pas atteint pour l'instant l'âge de la maturité complète. Et donc peut-être, hein, depuis hier, j'ai vu un petit peu une position critique envers les régulateurs. Je ne vais pas défendre les régulateurs, mais juste pour dire que l'hésitation et le scepticisme de certains régulateurs s'expliquent aujourd'hui par ce manque de maturité pour certaines technologies. Et dans la seconde partie, je vais aller plus loin pour dire que les risques associés à ces nouvelles technologies sont réels et il faut vraiment faire très attention dans l'adaptation de ces... il faut être prudent, il faut mesurer les risques et il faut faire un arbitrage entre le coût escompté de la technologie et le risque associé à la technologie. Il y a aussi une autre méthode qui est développée par l'Institut Gartner et la méthode, c'est plutôt la matrice des priorités pour la transformation digitale dans le secteur bancaire. Cette matrice, elle permet une segmentation des technologies en fonction de deux critères, à savoir leur impact de transformation attendu. Est-ce que l'impact est fort? Est-ce que l'impact est moyen? Ou est-ce que l'impact est faible? Mais aussi en fonction de leur degré de maturité. Et le degré de maturité, il est mesuré en termes d'échéance, donc de 2 à 3 ans, puis jusqu'à 10 ans. Selon cette matrice pour la transformation digitale dans le secteur bancaire, la blockchain, par exemple, devrait avoir un impact de transformation élevé, mais pas immédiatement. Ça va être sur un horizon temporel de 5 à 10 ans. En revanche, les modèles d'authentification biométrique sont considérés comme ayant un impact de transformation faible, mais sur un horizon temporel plus court qui est entre 2 à 5 ans. Donc, encore une fois, la transformation digitale, c'est très bien, mais il faut analyser l'impact potentiel et il faut analyser l'horizon temporel associé à cet impact euh, potentiel. Maintenant, si on revient, pourquoi cette course à la digitalisation? Pourquoi les opérateurs économiques s'engagent aujourd'hui dans cette course à la digitalisation? La réponse, elle est évidente, quasi évidente. Il y a des effets escomptés de cette digitalisation de l'industrie financière. La transformation technologique vécue par ce secteur devrait se traduire à moyen et à long terme par des gains d'efficience pour l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'on entend par des gains d'efficience? C'est ce que le professeur Nabi a expliqué un petit peu tout à l'heure, c'était la productivité des facteurs. C'est ce que Ibn Ayari a voulu expliquer hier en donnant la définition de l'économie. L'économie, c'est la science de l'allocation, tout simplement, des ressources rares. C'est la science de l'optimisation, de l'utilisation des ressources rares. Donc, cet effet de digitalisation devrait se traduire par des gains devrait se traduire par des gains d'efficience pour l'économie mondiale. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, ça devrait à moyen et à long terme aussi se concrétiser par une plus grande inclusion financière.
Et donc, je reviens aussi à la relation qui a été établie dans la présentation précédente entre le secteur réel et le secteur financier. Donc, nous, économistes, en règle générale, on est pour cette synchronisation entre les deux sphères et on est plutôt dans un raisonnement basé sur les fondamentaux, on n'est pas dans l'analyse chartiste ou dans l'analyse technique. Euh, voilà, donc juste une petite parenthèse. Comment cette digitalisation peut améliorer l'efficience de l'économie mondiale? Tout d'abord, l'une des réponses, c'est à travers la réduction des coûts de transaction sur les marchés financiers. Il faut savoir que les marchés financiers fonctionnent selon un idéal que tout le monde connaît, hein, c'est la concurrence pure et parfaite avec les 5 conditions à réunir à chaque fois. Mais surtout, on a une hypothèse très forte qui est celle des coûts de transaction réduits ou égal à zéro. On sait que dans la réalité, ces coûts de transaction peuvent être non nuls et peuvent biaiser un petit peu l'efficience de ces marchés financiers, de telle sorte que le prix constaté à un instant T ne traduit pas toute l'information disponible sur les produits échangés à cet instant T. Et donc, le fait que cette digitalisation peut réduire les coûts de transaction sur les marchés financiers, ça peut mener vers une plus grande efficience dans le mode de fonctionnement de ces marchés-là. Et donc, c'est l'une des conditions pour un marché où on a un rapprochement entre l'offre et la demande de biens et de services. Autre chose, cette transformation technologique devrait également réduire les coûts de production dans l'industrie financière et notamment à travers l'exploitation des données de masse dont tout le monde a parlé aujourd'hui, la data, la data. Et si on réduit les coûts de production, donc in fine, on est capable de réduire les prix et donc le consommateur final sera plus heureux avec une optimisation de sa fonction d'utilité parce qu'il peut accéder à un produit plus facilement en temps réel et à moindre coût. Donc, c'est grosso modo comment nous, économistes, on interprète ces effets escomptés, ces effets positifs de la digitalisation des marchés. Voilà. Donc, l'inclusion financière. L'inclusion financière, ben, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de cette inclusion financière. Donc, je reviens sur l'inclusion financière, mais cette fois-ci sur la base des données du Global Findex. Qu'est-ce qu'on constate entre 2014 et 2017? On constate que plus de 500 millions d'adultes dans le monde ont ouvert un compte bancaire auprès d'une institution financière ou via un prestataire de services bancaires par téléphonie mobile. Donc en 2017, le taux moyen de bancarisation dans le monde est estimé à 69%. Et ça, c'est un bon taux. Pourquoi? Parce qu'on est sur une tendance haussière puisque en 2014, on était à 62% de bancarisation et en 2011, on était à 51% de taux de bancarisation. Donc, cette digitalisation permet un accès plus facile des ménages, mais aussi des entreprises au financement. Néanmoins, il faut noter que des écarts notables persistent entre les pays développés et les pays en voie de développement, puisque dans les économies à revenus élevés, 94% des adultes détiennent un compte bancaire contre uniquement 63% dans les économies en voie
de développement, et ça, c'est selon les statistiques de la Banque mondiale en 2018. Donc, c'est bien, on a des effets positifs attendus de la digitalisation, mais la digitalisation financière va impliquer des coûts. Donc, il y a la partie positive. La partie positive, augmenter la satisfaction des consommateurs. Comment augmenter la satisfaction des consommateurs? Tout simplement parce que le consommateur a un accès à une variété de produits. Et en marketing, on sait très bien que l'accès à la variété des produits augmente la satisfaction des consommateurs et donc le bien-être des consommateurs. Surtout aussi, la digitalisation implique un produit financier ou un service financier plus adapté, un produit financier sur mesure. Toutefois, sur le court terme, cette transformation digitale devrait avoir un coût, tout simplement, côté offre, et donc un coût de restructuration dans l'industrie bancaire, sur les marchés financiers, etc., mais aussi un effort d'adaptation de la part des consommateurs. Donc, elle va impliquer des coûts d'ajustement, tout simplement, côté offre et côté demande. Et donc, peut-être, vous dites pourquoi les banques tunisiennes aujourd'hui n'investissent pas dans cette transformation digitale. Ben, il faut savoir que cette transformation a un coût. La question qui se pose, est-ce que les banques tunisiennes aujourd'hui sont capables de quantifier ce coût et de supporter ce coût, tout simplement, de cette transformation digitale? Donc, il faut toujours être des deux côtés, hein. L'industrie financière se trouve aujourd'hui face à des nouvelles chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, on a entendu parler aujourd'hui, mais juste un petit rappel pour les non-initiés, hein. La notion de chaîne de valeur a été développée par Porter et elle est basée sur la définition des activités principales et des activités secondaires. Le constat aujourd'hui, c'est que cette chaîne de valeur de toute l'industrie financière, hein, les compagnies d'assurance, les banques, les fonds de pension, les fonds d'investissement, tout ce que vous voulez, cette chaîne de valeur a été complètement déstructurée sous l'effet de la transformation digitale et devrait être restructurée différemment. Donc, ils sont tous conscients qu'il s'agit d'une vague de destruction créatrice. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans la 4e révolution industrielle où on doit repenser la manière de créer de la valeur, tout simplement. Cette chaîne de valeur, surtout pour les acteurs traditionnels de la finance, cette chaîne de valeur a été construite sur une idée. Je ne garde en interne que les activités génératrices de valeur ajoutée et j'externalise les activités secondaires et de support. Cette logique d'externalisation est aujourd'hui imposée également par des contraintes technologiques à travers le recours. Ah, t'as fait la personnalité. Oh là. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Oui. Et donc à travers le recours aux acteurs technologiques, les big tech. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les acteurs traditionnels de la finance se trouvent de facto en situation de dépendance vis-à-vis d'un nombre réduit d'opérateurs technologiques, des grands opérateurs technologiques, des big tech.
Ça augmente un petit peu leur exposition au risque. Et donc, il y a un réel risque de dépendance auquel se trouvent aujourd'hui confrontés les acteurs traditionnels. C'est pour ça, je rejoins un petit peu la proposition de il faut attendre pour l'instant pour s'engager avant de s'engager. Pourquoi? Parce que les acteurs traditionnels n'ont pas cette capacité de gérer les risques de dépendance parce que historiquement, on n'a pas vécu cette situation de dépendance vis-à-vis d'un nombre réduit d'opérateurs. Et donc, à ce risque de dépendance, il s'ajoute un autre risque qui est, à mon sens, très important, c'est celui du risque systémique. Le risque systémique, pour tous ceux qui connaissent un petit peu les crises financières, savent que le risque systémique, et d'ailleurs les accords de Bâle III ont été orientés vers la prévention du risque systémique. Le risque systémique, c'est un risque qui touche tout un système. Pourquoi? Parce qu'il y a des interactions entre les entités qui constituent ce système-là. Et donc, par un effet de domino, il peut entraîner tout le système financier en faillite. En règle générale, comment on peut identifier un risque systémique? C'est lorsque le risque touche des entités de grande taille et avec un degré d'intégration très élevé avec les autres opérateurs. Et donc, aujourd'hui, si les acteurs traditionnels vont être dépendants des big tech, ce qui va se passer, c'est que le nombre des big tech est réduit et leur taille est importante et donc il y aura une amplification de ce risque systémique. Donc, ce qui explique un petit peu cette réticence des régulateurs vis-à-vis de la digitalisation aujourd'hui. Les nouveaux business models des opérateurs financiers sont plutôt orientés vers la technologie aujourd'hui. Mais juste un petit rappel, la fonction d'intermédiation financière. On a beaucoup parlé de la finance, mais moi je reste dans la lecture historique, hein. Il faut savoir que la finance d'avant les années 70, c'était une finance basée sur les banques. Et donc, c'était la finance directe et la finance, on parle d'économie d'endettement. L'économie d'endettement, c'est les agents, les ménages, les entreprises qui sont endettés vers les banques et les banques qui sont endettées vers la Banque centrale. Et la Banque centrale était la garante de la stabilité de ce système financier. Et il est basé sur l'intermédiation financière, donc sur une entité financière qui assure le lien entre les investisseurs qui ont des projets, qui ont des idées, et les épargnants qui mobilisent leur épargne dans ces projets-là. Et donc, la finance était les banques étaient le canal principal de financement des économies. Dès le début des années 80, la globalisation financière, etc., on est passé plutôt dans les pays développés, encore une fois, vers ce qu'on appelle la finance des intermédiaires et donc la finance de marché. Ben, hier, j'ai entendu dire la finance décentralisée, etc. Ben, c'est la suite logique, hein, de cette évolution de la finance, tout simplement. Et donc, la désintermédiation financière suppose que cette relation soit directe entre les agents à capacité de financement et les agents en besoin de financement. Et donc, le rôle principal d'une banque, c'est d'assurer cette fonction d'intermédiation financière. C'est sa capacité à mobiliser les dépôts pour les transformer en crédit. Et ce rôle, historiquement, il n'a pas changé, hein. Et donc, aujourd'hui, cette fonction d'intermédiation financière
qui étaient traditionnellement assurés par les banques n'est plus leur première source de revenus, de valeur. Et on a de nombreux acteurs sur les marchés également qui, jusqu'à présent, ont fonctionné sous l'hypothèse de l'efficience informationnelle réduite. Que veut dire ça? Ça veut dire qu'ils arrivaient un petit peu à tirer profit de l'asymétrie d'information qui existait sur le marché, notamment les marchés OTC et non pas sur les marchés organisés. Donc aujourd'hui, tous ces acteurs peinent à trouver de nouvelles sources de profit face à cette digitalisation. Et donc c'est pour dire pourquoi les acteurs traditionnels sont plus ou moins réticents vis-à-vis de cette vague de digitalisation et de transformation technologique. Cette transformation, elle a fait émerger de nouveaux acteurs, les pure players, dont le modèle économique repose sur l'utilisation de la technologie en tant qu'activité principale et surtout activité génératrice de valeur. Donc, les acteurs traditionnels ont investi plutôt dans la restructuration de leur chaîne de valeur existante en développant l'usage des nouvelles technologies, mais cet investissement peut être coûteux pour ces acteurs. Et donc, parmi les solutions, c'est ce que vous avez évoqué, il me semble, aujourd'hui, c'était cette coopération entre les nouveaux acteurs et les acteurs traditionnels de la finance, donc la coopération banque, fintech, etc. Voilà, donc par rapport à ces business models qui devraient être orientés vers la technologie. De nouvelles règles sur les marchés financiers, eh ben, paradoxalement, la transformation digitale, à mon sens, et l'avènement de la data vont transformer le mode de fonctionnement des marchés en renforçant l'hypothèse de transparence. Et l'hypothèse de la transparence, c'était la source de tous les dysfonctionnements possibles sur les marchés financiers. Comment? Parce qu'avec cette digitalisation, l'accès à l'information, et ça on le constate, on le voit chaque jour, devient moins coûteux et le volume de l'information disponible il est beaucoup plus important, ce qui facilite le traitement et l'analyse de l'information. Et donc, ça peut modifier les processus de prise de décision classiques, aussi bien au niveau opérationnel qu'au niveau stratégique. Et peut-être les enjeux des années à venir, c'est comment les comportements des agents économiques vont être impactés, vont être modifiés sous cette plus grande transparence due à la disponibilité de l'information à moindre coût. Donc il y a l'aspect institutionnel, c'est vrai, mais il y a aussi l'aspect comportement des agents économiques qui peut et qui va certainement évoluer avec la transformation digitale. Donc, ce qu'on peut dire, aujourd'hui, la transformation digitale, elle modifie les règles de jeu au niveau des marchés financiers en renforçant la transparence, certes, mais également en baissant les barrières à l'entrée. Et là, je reviens à mon cours d'économie de première année. Je le dis aux étudiants, n'oubliez jamais les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Tout le modèle capitaliste fonctionne selon cet idéal théorique. Et donc, la digitalisation va impacter le mode de fonctionnement des marchés
en modifiant ces hypothèses, mais dans le bon sens, hein, parce que la concurrence pure et parfaite suppose moins de barrières à l'entrée et plus de transparence. Et donc, je dirais, in fine, plus d'efficience sur les marchés. Euh, Néanmoins, ça c'est sur le plan théorique. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate l'apparition d'une nouvelle dynamique des cycles de vie des produits financiers. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, la transformation, elle modifie les comportements des individus, mais aussi les comportements des fournisseurs de produits et services financiers, donc les banques, les fonds d'investissement, etc. L'offre se diversifie, mais surtout l'offre évolue rapidement. Ce qui suppose, et j'ai entendu ça dans l'une des présentations, une plus grande agilité de la part des acteurs économiques et surtout de la part des acteurs financiers pour pouvoir suivre cette dynamique de cycle de vie de produits qui devient une dynamique plutôt, un cycle de vie très court. Et donc, il faut trouver toujours un produit de substitution au bon moment pour garder ses parts de marché. Euh, un autre constat, et là, je pense que c'est un constat qui n'est pas très analysé, c'est le désavantage dans lequel se trouvent les opérateurs traditionnels. Un désavantage compétitif ou concurrentiel, comme vous voulez, parce que les entreprises du secteur financier investissent dans la transformation digitale. Cela suppose qu'ils vont subir des coûts de transformation digitale, mais l'entrée des nouveaux opérateurs impose à ces acteurs classiques de faire des économies d'échelle et parfois les mettre dans une situation de concurrence. Moi, j'ai poussé les limites, je l'ai appelé une concurrence déloyale. Pourquoi? Parce que les nouveaux opérateurs ont pu éviter, contourner la barrière légale. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes une banque, cela suppose que vous êtes soumis à une réglementation bancaire très stricte et que les contraintes de Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3 vous sont appliquées et qu'il faut constituer un minimum de fonds propres, qu'il faut avoir un système de gestion de risque en interne, que ce système peut être audité, et il faut avoir un service compliance qui suit avec vous votre conformité à la réglementation. Et donc, on a deux opérateurs qui ne sont pas soumis aux mêmes règles et donc qui ne sont pas mis sur le même pied d'égalité. Et donc, c'est pour ça, hein, on va voir des banques qui vont créer des entités qui ne sont pas bancaires, mais qui sont plutôt dans le secteur IT pour échapper à cette réglementation. Donc, pour la réglementation, il faut pas la voir comme une contrainte. La réglementation, elle a été développée, entre autres, pour protéger le consommateur final. Donc, les Bâle 3, les accords de Bâle, c'est une manière de réagir pour limiter le risque de liquidité, les crises financières, etc. Et il faut savoir que pour développer ces normes prudentielles, on a pris plusieurs années. Et donc, c'est tout ce travail-là qui se trouve aujourd'hui mis en cause indirectement par ces nouveaux opérateurs. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut garder une vision très, très raisonnée de l'évolution de cette digitalisation des finances. La finance face aux nouveaux risques, rapidement, la deuxième partie de ma présentation, les risques, il faut savoir que
les risques évoluent et l'industrie financière fait face à ces risques parce qu'elle est censée gérer ces risques. Ben, les compagnies d'assurance, leur objectif principal, c'est la gestion et la couverture des risques. Les produits dérivés sur les marchés servent entre autres à couvrir des risques. Ce n'est pas des produits pour spéculer à la base, c'est plutôt des produits pour couvrir des risques. Donc le fait qu'aujourd'hui on est face à une cartographie des risques qui évolue, cela suppose que les risques inhérents à l'activité financière évoluent, mais aussi l'industrie financière doit réagir en proposant de nouvelles méthodes de couverture des risques émergents surtout. Et là, c'est un grand défi pour l'industrie financière dans les années à venir, cette gestion de certains risques qui sont aujourd'hui, on le dit, mal appréhendés par les acteurs et par les autorités. Et donc, il faut préparer un petit peu l'avenir. J'ai parlé de la cartographie des risques et il faut savoir que le Forum économique mondial établit annuellement une cartographie des risques mondiaux. Cette cartographie, elle est basée sur des études qualitatives, tout simplement, sur un questionnaire adressé à des managers de risque dans le monde entier et pour apprécier un petit peu leur perception des risques. Et donc, cette cartographie des risques, elle classe les risques en 5 catégories. Les risques économiques, les risques environnementaux, les risques cyber, les risques sociaux, etc. Si on regarde ce que vous avez devant vous, c'est la version 2021, mais la version 2021 porte sur les risques 2020. Et donc, les risques majeurs émergents en 2020, c'était le risque environnemental et le risque pandémique, bien sûr. Si on regarde, mais 2020, c'est une année exceptionnelle. Si on regarde la cartographie des risques de l'année publiée en 2020 pour 2019, ben, les deux risques majeurs identifiés par les gestionnaires de risques, c'est le risque environnemental et le risque technologique. Or, et là, la cartographie, c'est une représentation spatiale, tout simplement, des risques en fonction de leur impact potentiel et en fonction de leur probabilité de réalisation. Donc, les risques extrêmes établis, c'est plutôt les risques environnementaux, le risque pandémique. Il y a également le risque technologique dans la liste des top 10 ici, des risques. Aujourd'hui, l'industrie financière ne fait pas l'exception, elle est concernée par cette cartographie des risques, mais et surtout les deux principaux risques, donc le risque technologique et environnemental, mais surtout les compagnies d'assurance et de réassurance sont concernées directement par ces risques, ainsi que les opérateurs sur les marchés des dérivés. Les risques d'instabilité financière. Le risque d'instabilité financière, je l'ai évoqué tout à l'heure. Le fait que des activités d'intermédiation financière s'exercent par des acteurs non financiers peut exposer le système à un risque d'instabilité financière. Pourquoi ? Parce que toute activité d'intermédiation financière, et ça vous le savez, implique un certain nombre de risques. Le risque de crédit, le risque de transformation d'échéance et de maturité, le risque de contrepartie, le risque de levier, etc. Mais l'exercice de cette fonction d'intermédiation par une entité qui n'est pas soumise à la réglementation bancaire et de surveillance peut devenir également une nouvelle source de risque et donc peut
constituer une menace pour la stabilité financière. Et c'est pour ça qu'il faut repenser un petit peu les modèles existants. Il faut trouver des solutions à l'échelle macroéconomique et à l'échelle microéconomique. La question de comment gérer les risques n'est pas une question uniquement microéconomique. Ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'était le risque de dépendance vis-à-vis des big tech. Et là, ce risque de dépendance peut fragiliser les acteurs traditionnels puisque les big tech ont cet avantage concurrentiel sur certains segments du marché. Et étant donné le volume de données qu'ils détiennent et le portefeuille de clientèle en leur possession, les acteurs traditionnels de la finance peuvent être désavantagés par rapport à ces big tech. Et donc, la solution, c'était de s'engager dans des partenariats stratégiques avec ces nouveaux acteurs, tout en assumant seul le coût de la réglementation. Donc, on a un partenaire qui n'est pas soumis à la réglementation et la réglementation a un coût et donc il peut réaliser plus de marge et il a aussi un avantage concurrentiel sur la partie technologique. Ce qui fait apparaître ce que j'ai appelé tout à l'heure le risque de dépendance des acteurs traditionnels vis-à-vis des big tech. Le cyberrisque, s'il faut dire quelque chose sur le cyberrisque, moi j'ai écrit en 2019 un article publié par Droit et Patrimoine en France sur les cyberrisques. Les cyberrisques, c'est un nouveau risque auquel sont exposés les acteurs financiers, mais surtout, c'est un risque qui est très mal appréhendé, c'est un risque qui est très mal défini, et paradoxalement, c'est un risque qu'on ne sait pas quantifier aujourd'hui. On n'a pas de modèles qui permettent d'estimer et de quantifier avec précision ce risque. Pourquoi? Il y en a plusieurs raisons pour cette situation. La première, c'est que les évolutions technologiques sont tellement rapides qu'on n'arrive pas à avoir des données historiques fiables pour prédire et quantifier ce risque. Deuxièmement, lorsque les acteurs économiques font l'objet d'attaques cyber, en règle générale, ne communiquent pas sur les pertes. Et donc, on a peu de données sur la question, qui fait que aujourd'hui, on a un risque sur tous les marchés. C'est les risques cyber. Après, on a des assurances qui se mettent à assurer ce risque, mais on n'a pas d'approche précise. On ne sait pas appréhender le risque cyber comme on le fait avec le risque de crédit, le risque de taux, etc. Et donc aussi, encore une fois, il y a des efforts à faire dans ce sens et il faut développer des nouveaux instruments pour couvrir les risques cyber. Peut-être là, c'est juste une enquête qui a été menée par la Banque d'Angleterre en 2019. L'enquête, elle révèle que la transformation digitale ne crée pas nécessairement de nouveaux risques, mais en revanche, elle amplifie les risques existants. Et ça, il faut que ça soit un point de vigilance pour tous les opérateurs. Deuxième constat, les cadres de gestion des risques existants restent opérationnels, mais doivent évoluer avec la complexité des risques auxquels sont exposés aujourd'hui les opérateurs. Donc, la digitalisation transforme les modèles économiques des acteurs de la finance, mais également augmente leur exposition et donc leur vulnérabilité face aux risques et notamment aux cyber-risques.
Initialement, le risque cyber était considéré comme un risque opérationnel, hein, donc qui est à la marge. Aujourd'hui, c'est un risque potentiellement systémique. Et donc, on a cette prise de conscience de la part des institutions, et notamment les banques centrales, qu'il faut mettre en place des moyens de coopération pour gérer ce risque cyber à un niveau macroéconomique, hein, à un niveau agrégé, parce que la menace peut être importante pour la stabilité du système financier international. Voilà, donc jusque-là, je l'ai dit, nous, on ne sait pas agréger ce risque, on ne sait pas quantifier ce risque et on n'a pas de produits de couverture adaptés à ce risque, hein, à part quelques petits produits calqués plutôt sur les risques climatiques. L'exposition des acteurs financiers et non financiers au risque climatique, ça va de soi, sauf que aujourd'hui, notre compréhension de ces risques reste encore imparfaite. Et là, on le dit avec toute modestie des chercheurs, hein. On ne prétend pas tout maîtriser, mais au moins on a ce mérite d'être conscient des limites et des problèmes à chaque fois. Donc, c'est des risques qui évoluent et qui exposent les opérateurs à des pertes qui peuvent être importantes. Voilà, grosso modo. Je reviens peut-être juste rapidement sur ce que j'ai annoncé au départ. Moi, comment j'ai débarqué dans cette digitalisation de la finance. Sam, il le sait, parce que l'année dernière, j'ai monté un programme tout simplement qui s'appelle Finance et Data Performance. Et donc, l'objectif de mon programme, c'est un MBA. L'objectif, c'était comment concilier un enseignement classique de la finance avec les attentes du marché aujourd'hui pour une finance digitalisée. Et donc, on a voulu anticiper un petit peu la vague de digitalisation en proposant aujourd'hui une offre au niveau de l'enseignement supérieur d'une formation qui permet de concilier les deux profils. J'ai entendu cette question hier, quel est le profil pour exercer dans la finance? Ben, aujourd'hui, pour être un bon financier, il faut avoir les deux casquettes. Donc, il faut maîtriser la partie digitalisation, la partie data, en plus de la finance, des aspects de la finance, etc. Et donc, l'idée, c'était de créer des passerelles entre le monde de la finance et le monde de la data science, de la data analyse, en proposant une formation hybride. Et c'est une formation qui accepte les deux profils à la base et qui a pour objectif tout simplement d'accompagner un petit peu les organisations dans ces process de transformation digitale, dans ces process de gestion de risques émergents, en proposant des profils agiles avec des compétences à la fois techniques, financières et en data et en gestion des risques. Voilà, moi je pense que j'ai fini, hein. La conclusion aujourd'hui, peut-être, hein, merci. La conclusion, aujourd'hui, les acteurs de l'économie sont impactés par la transformation digitale. Les acteurs, dans le sens large hein, du terme, c'est à la fois les entreprises, les ménages, les institutions financières, les organismes de régulation et j'ajouterai nous, pour les académiques, nous, enseignants-chercheurs. Moi, j'ai ce souci. Aujourd'hui, si je forme des étudiants en finance, demain, ils sont sur le marché. Est-ce qu'ils sont en phase avec le marché de l'emploi? Et est-ce que l'opérateur financier va les accepter avec
tout ce que j'ai fait tout au long de leur cursus. Bah, le challenge, il est là. Et comme on a beaucoup d'étudiants alternants, on avait la chance hein, dans notre programme d'avoir toujours un feedback de l'autre côté. Et donc, c'est cette ouverture peut-être entre le monde académique et le monde professionnel qui fera un atout pour les formations et je l'espère aussi pour les formations en Tunisie. Parce qu'aujourd'hui, le modèle classique où on donne des cours théoriques et on valide à la fin avec un mémoire de fin d'études, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans des concepts de co-construction de projets professionnels avec les étudiants. Et le fait que l'étudiant soit conscient des enjeux et soit en phase avec toutes ces transformations digitales, data, etc., peut les aider à mieux intégrer le marché de l'emploi. Hein. Et donc, c'était mon objectif par rapport à cette formation. Le MBA que j'ai proposé l'année dernière, il a eu le prix de l'innovation pédagogique. Et cette année, il a ouvert et donc j'ai 17 étudiants en finance et data performance. Je croise les doigts pour que à la fin de l'année, ils seront tous employables Oui, c'est oui. Ouais. avec un bon salaire. شنو الكم؟ Voilà, moi j'ai fini, Samy. باهي انا توا نشوف انا جو فيك جو... On t'entend, باهي Samy. Tu es en باهي direct. اه وي باردون. Des questions, faut pas hésiter. Hein. Merci Wissem, c'était très intéressant, excellent. Franchement, je suis séduite. Merci, Imen. Moi, Je t'en prie. j'ai aimé ta présentation hier, mais Merci. malheureusement, on n'avait pas le micro. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de vive voix dans d'autres occasions. Voilà. Et je voulais Je t'inviterai dans mon MBA hein, pour donner une conférence. avec plaisir, avec grand plaisir. D'ailleurs, bon, je voulais rebondir sur ta remarque tout à l'heure sur Ouais. le fait que les banques, les acteurs financiers traditionnels, ils se sentent menacés et comment dire, ils considèrent ces nouveaux acteurs comme étant des outsiders, ils ne respectent pas la réglementation, donc ils courent moins de risques. Mais tu n'es pas d'accord avec moi que les banques traditionnelles, déjà, elles ont une situation plus avantageuse étant donné le crédit confiance qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire on change difficilement de banque pour aller vers ces nouveaux acteurs. Mais peut-être le fait qu'ils ne font pas d'efforts d'efforts suffisants pour servir les clients fait que lorsque les clients ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, il va chercher où on pourrait répondre à son besoin, puisque ce sont les lois du marché de toute façon. Si le client n'est pas bien traité, il va chercher un concurrent. Qu'est-ce qu'on pense? Euh, moi, l'analyse que je mène au niveau macroéconomique. Donc, quand je compare entre les deux, je dis que les banques classiques supportent ce coût de la réglementation. Ben, maintenant, dans les faits, si on voit sur le terrain, euh, tu as parfaitement raison, hein, les banques classiques font face à cette concurrence, mais ils savent que leurs clients, c'est presque acquis. Hein. Moi, je dirais que c'est une question intergénérationnelle. Leur portefeuille client traditionnel, ils le gardent. Et c'est parce que quelqu'un qui a plus de 60 ans ne va pas changer de banque. Mais les jeunes, si vous regardez un petit peu leur comportement par rapport, ben, ils sont toujours à la recherche de la banque la plus compétitive. Et ils sont à la recherche de la banque qui répond mieux aux besoins. Ils sont à la recherche de la banque qui ne prélève pas trop de charges, etc.
Donc, ils ont ce portefeuille, mais ils ne vont pas le garder longtemps. J'ai l'impression qu'ils ont compris cette menace et qu'ils se sont investis dans des processus de réadaptation, hein. Sur le moyen et le long terme, ben, ils devraient changer leur système, leur modèle, leur business model, tout à fait.